pas un seul analyste gérant n'est négatif sur le marché. Entre plus 7 et plus 19% sur les objectifs des analystes. Rien que ça. Il n'y en a pas un qui est négatif, il n'y en a pas un qui voit la fin du monde. Évidemment, si on regarde du côté des économistes, là, tout le monde voit la fin du monde. Surtout en France, surtout pour l'Europe. On a beaucoup d'éléments qui sont positifs, mais je pense aussi qu'au-delà de la récession des droits de douane de Trump et compagnie, on oublie beaucoup de choses et beaucoup de risques qui sont bien plus importants et qui ensemble peuvent pousser justement des risques sur le marché. En tout cas des risques de volatilité, sans parler évidemment de bear market puisqu'on n'y est absolument pas. Mais je pense aujourd'hui je vais vous parler de 9 risques qui sont pour moi un petit peu trop oubliés et qui ensemble peuvent faire advenir les risques de peur, de récession, etc. Les risques, ce sont les risques évidemment des droits de douane de Trump. Mon idée, c'est toujours la même, je vous ai dit, on va parler des autres risques, mais quand vous voyez les taux d'intérêt, quand vous voyez où est le dollar, à un moment donné, Trump, si vous voulez, est obligé de partager son mandat en 2 parties, et il ne pourra, même s'il fait des gros tarifs, etc., c'est uniquement pour tordre la main, évidemment, et pour faire des deals. Et à partir de ce moment-là, je pars du principe que Trump, si vous voulez, n'aura pas non plus toutes les largeurs possibles pour pouvoir faire tout ce qu'il veut. Donc c'est là aussi où il faut bien le prendre en compte, c'est qu'à un moment donné, le marché peut justement surperformer parce qu'il pense que Trump ne va pas mettre en place des droits de douane soit aussi forts que ce qu'il avait prévu dans son mandat, soit tout simplement pas aussi longtemps et qu'on va surtout faire ça pour tordre la main et pour faire des deals. Et les pays feront des deals. Donc je pense voilà, que tout ce qui est tarifs douaniers, etc., droits de douane et compagnie, je pense que c'est un des éléments sur lesquels il faut être un peu plus positif que ce que l'on a actuellement. Pareillement, si vous voulez, pour la récession, il y a récession et récession, mais pour moi, il y a des risques qui sont bien plus importants et on en parle. Le premier risque, c'est le risque sur le chômage. Alors évidemment, on voit très bien que le secteur privé, si vous voulez, dégrade ses statistiques de l'emploi depuis déjà de nombreux mois, mais ce qui compensait jusqu'à maintenant, c'était le gouvernement. Si Elon Musk et Trump font vraiment ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire supprimer les jobs de fonctionnaires, enlever la régularisation, etc., ça va être tout un tas, évidemment, de chômage supplémentaire qui ne va pas pouvoir être absorbé par le secteur privé. Donc là aussi, je pars du principe que par rapport à ce que Trump et Musk veulent faire, ça va prendre du temps. Et même s'ils suppriment beaucoup de postes, il va falloir à un moment donné, si vous voulez, qu'ils soient dans la capacité de maintenir la croissance du pays pour que le secteur privé se remette à embaucher et puisse absorber ce chômage supplémentaire si on décide de dégraisser le gouvernement. Donc ça aussi, c'est des éléments à prendre en compte, c'est-à-dire que le risque, c'est que le chômage, éventuellement, se mettent à grandir beaucoup plus vite prochainement parce que, le secteur privé se dégrade, quoi qu'on en dise, petit à petit, mais ensuite ça peut s'accélérer. Et 2, si on parle de virer un certain nombre de fonctionnaires, ça va accélérer forcément puisque ces dernières années, le marché de l'emploi a essentiellement bien tenu par les embauches des fonctionnaires et du gouvernement. Et là aussi, c'est un autre élément, si vous voulez, en termes, Trump va arriver à un moment où on est sur un plateau au niveau de la croissance et on est sur quelque chose aussi qui peut se dégrader au niveau du chômage et on est sur quelque chose aussi qui peut se dégrader au niveau de l'inflation, on va y revenir avec les prix de l'énergie notamment et les tarifs douaniers s'il les pousse vraiment jusqu'au bout. Et évidemment, ça va pas faire plaisir à la population, ce qui veut dire que même s'il a les pleins pouvoirs, on voit tout de suite que ça peut tout de suite le freiner dans ce qu'il peut réellement faire. Et je pense qu'il a une marge de manœuvre bien plus réduite que ce que l'on croit. Autre problème, le dollar fort. Le dollar fort, c'est bon pour la bourse US. Ça renforce le fait que tous les étrangers veulent investir aux États-Unis. Mais aujourd'hui, ces capitaux étrangers permettent aux États-Unis de représenter plus de 70% de la capitalisation boursière mondiale. Mais c'est aussi une épée de Damoclès. Parce que si le dollar baisse, c'est bon pour les entreprises américaines et pour leurs résultats, alors que le dollar fort aujourd'hui impacte négativement les résultats des GAFAM, parce qu'elles font 80% de leur chiffre d'affaires en dehors des États-Unis. Et in fine, si vous voulez, c'est bon pour leur cours de bourse, parce qu'on a énormément de flux qui vont aux États-Unis. On renforce quelque part le fait que les États-Unis sont seuls au monde dans l'environnement boursier. Mais au-delà de cela, à un moment donné, Trump également, ça réduit ses marges de manœuvre. Donc il est obligé, s'il veut, comme on l'a vu, pas faire trop péter le chômage, d'avoir quand même une croissance qui est bonne, il lui faut également ne pas trop impacter en force le dollar. Donc on a besoin d'un dollar fort, mais pas trop. Donc c'est-à-dire que si à un moment donné, on a ce dollar qui s'affaiblit,
Ça sera bon pour les GAFAM et leurs résultats, mais ça sera également bon pour tous les pays étrangers qui ont des dettes en dollars. Aujourd'hui, si le dollar continue de se renforcer, non seulement ça a un impact négatif sur les entreprises qui font l'essentiel de la capitalisation boursière des US et mondiale, et donc c'est un gros risque de volatilité sur leurs résultats qui sont en plus impactés par les capex de l'IA. Mais au-delà de cela, c'est également un énorme risque sur tous les pays émergents étrangers qui ont une dette en dollars et qui peuvent avoir leur monnaie qui est en souffrance, et éventuellement ça peut nous créer une crise monétaire dans ces pays-là. Donc un dollar fort, mais pas trop, c'est aussi très important, sinon ça devient un risque. Et dans le cas contraire, si on affaiblit le dollar suffisamment, c'est très bon pour les pays émergents, mais ça va aussi pousser tous ces gérants qui ont plébiscité d'investir justement aux États-Unis, de revenir investir à la maison, et donc de retirer leurs pépettes. Et on le sait, majoritairement aujourd'hui, ce sont les étrangers qui sont venus investir aux États-Unis qui ont aussi permis la hausse exceptionnelle et exponentielle des marchés US. C'est ce surplus de flux-là. Donc si ce surplus de flux-là se retire, et surtout s'il ne le fait pas à moitié, eh bien ça s'appelle le carry trade. Et on a eu un bon exemple en août 2024, et je pense que beaucoup de personnes ont oublié que ça avait eu lieu. Et pourquoi ça avait eu lieu? Et je pense qu'il ne faut absolument pas négliger également que ça peut se reproduire. Donc c'est qu'une question de mouvement tectonique des plaques du pognon. C'est savoir où va le pognon. Et en ordre général, si vous voulez, ça se déplace, on va dire, au fur et à mesure doucement, donc ça fait pas trop de remous. Mais quand ça se déplace de manière massive et rapide, c'est ça évidemment qui fait le plus mal au marché. Surtout quand il est concentré sur les mêmes valeurs, sur le même pays. Donc c'est ça qu'il faut intégrer aujourd'hui comme un risque. Et évidemment, on ne peut pas parler inflation, on ne peut pas parler croissance économique sans parler prix de l'énergie, prix du pétrole. Ce qui fait la force des États-Unis et leur surpondération évidemment dans tous les portefeuilles, c'est parce qu'ils ont toujours pu rendre leurs industries compétitives, parce qu'ils ont un prix du pétrole, un prix de l'énergie qui est peu cher. Ce qui change la donne évidemment, c'est si les prix du pétrole remontent en ligne droite, ce qui avait été le cas en 2021. C'est très bon à court terme pour toutes les sociétés value et les sociétés liées au pétrole, mais à moyen terme, ça vous impacte négativement le pouvoir d'achat du consommateur, votre compétitivité en tant qu'industrie, et in fine, ça renforce et ça fait grossir et ça pousse la récession future. Donc c'est ça qu'il faudra regarder également comme un risque, c'est la remontée des prix de l'énergie qui peut faire peur à nouveau sur la remontée de l'inflation et qui à ce moment-là sera bien vu d'un certain côté parce que ça veut aussi dire croissance, ça veut aussi dire reprise de la Chine, reprise des émergents et donc nouveau cycle. Mais in fine, vous le payez nécessairement plusieurs mois, une année et demie après, par nécessairement le début d'une récession, avec une taille plus ou moins grosse, mais le début également d'un marché baissier sur les valeurs de croissance. Donc c'est ça qu'il faut regarder sur le pétrole. Ce qui permet au marché de tenir si bien encore aujourd'hui, c'est justement parce qu'on est dans une relative neutralité sur le pétrole. Il n'y a pas énormément de volatilité. Si la volatilité doit reprendre, et surtout à la hausse, il faudra le voir d'un bon œil dans le premier temps, dans une rotation vers les valeurs value liées à l'énergie, et dans un second temps, comme un risque et une crainte sur une récession future. Et forcément, si on devait avoir une reprise des prix de l'énergie avec ce risque d'inflation qui revient, c'est pousserait les banques centrales à moins baisser les taux d'intérêt. On le voit, on est déjà aujourd'hui, même avec des banques centrales qui baissent et qui continuent de baisser les taux d'intérêt aux alentours de 3,5-3% selon si on est en Europe ou aux États-Unis. On a les taux d'intérêt sur les dettes européennes et qui sont aux alentours des 3%, et dettes américaines aux alentours des 5%. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on a un gros différentiel entre les taux courts et les taux longs, ce qui fait que le marché quand même, au-delà de ce qu'on voit sur le marché boursier comme étant symptomatique de tout va bien dans le meilleur des mondes possible, marché obligataire nous envoie quand même des signaux d'alerte. Et ce marché obligataire, si on commence à dépasser les 5%, voire les 5,5%, il ne faut pas oublier que début 2023, on a tendance à penser, si vous voulez, que la bourse c'est facile et que c'est un long fleuve tranquille, mais parce qu'on oublie, en fait, si vous voulez, tous les éléments de stress que l'on a eu. En printemps 2023, on a eu la Silicon Valley Bank qui a fait faillite.
Bon, ils avaient mal géré leur truc, etc. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous avez énormément de banques et de banques régionales qui sont gavées d'obligataires américains. Et en Europe, c'est la même chose. On est gavé d'obligataires. Les banques centrales sont gavées d'obligataires. Ce qui veut dire que si les taux longs continuent de monter, bon, c'est pas mal en soi, parce qu'on récupère des taux qui sont intéressants, surtout si on fait du rollover de notre dette, de nos créances. Et donc à partir de ce moment-là, on obtient des bons taux d'intérêt. C'est pour ça que je dis, je crois pas trop à la faillite des pays, des États en tant que tels, parce qu'aujourd'hui, la majorité des dettes sont détenues par le pays en question, par les institutions du pays en question. Donc les taux d'intérêt sont recyclés, en fait, si vous voulez, dans la nation. Mais et puis vous imprimez votre propre monnaie, c'est surtout ça qui fait la différence. Mais on y reviendra dans une vidéo spécifique. Mais en gros, là, l'idée c'est de se dire, si mes taux commencent à monter au-delà des 5%, non seulement j'impacte négativement surtout mes entreprises, parce que mes États, aujourd'hui, oui, ça vous impacte, vous payez beaucoup d'intérêts, mais comme je dis, c'est recyclé, et surtout, ça ne représente pas une part du budget fédéral ou des États qui est non plus astronomique. On est au-delà, on est aux alentours des 3% aujourd'hui du budget américain. Donc il faut aussi faire la part des choses. Et puis quand on parle en France que c'est la crise, etc., quand c'est la crise et que vous payez 3% sur votre 10 ans, ça va, on en veut tous les jours des crises comme ça. 3% sur les 10 ans aujourd'hui, même si la France paye plus que les autres, c'est pas ce qu'on peut considérer comme un aveu de crise de la part du marché. Ça serait monter au-delà des 5, 6, 7% de taux d'intérêt, où là, réellement, on aurait un aveu de crise et d'attaque de la dette du marché. À partir de ce moment-là, pour moi, donc c'est plus du côté des entreprises. Aujourd'hui, la majorité des entreprises, elles sont blindées de pognon. Et c'est la majorité des entreprises qui tiennent le marché parce que ce sont les plus fortes pondérations. Pour autant, on ne voit pas, si vous voulez, la partie cachée de l'iceberg, qui est, en gros, un nombre croissant d'entreprises qui sont le plus gros du bassin dans l'emploi, qui, elles, commencent à souffrir et qui se sont refinancées grâce au Covid à des taux bas, mais qui vont devoir se refinancer maintenant dans les mois à venir et dans l'année à venir. On a beaucoup de refinancement et surtout sur les petites entreprises. Et se refinancer, si vous voulez, quand vous étiez au Covid à 2 ou 3%, parce que vous avez du risque, donc vous financez plus cher évidemment que le taux de marché, maintenant à quelque chose au-delà des 10%, mais c'est pas la même chose. Ça veut dire que d'une part, certaines entreprises mettent la clé sous la porte. Deuxièmement, les autres, elles peuvent emprunter moins, donc elles font moins d'investissement, moins d'embauches. Et ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Évidemment, ça finit par vous impacter votre business et votre chômage derrière. Et à partir de ce moment-là, donc, si les taux commencent à monter au-delà des 5, 5,5%, tout le monde vous parle de l'impact sur les États, et c'est l'impact sur les entreprises qu'il faut regarder, et sur les petites entreprises, pas celles évidemment qui font le marché boursier, mais qui font le bassin d'emploi et donc l'économie. Donc ça pour moi, c'est également un risque supplémentaire sur cette hausse de taux, et c'est ce qui réduit d'autant plus aussi la marge de manœuvre de Trump. Et on a oublié que la Silicon Valley avait été obligée, de par les bank runs, si vous voulez, de vendre son obligataire pour pouvoir rembourser des clients. Et quand vous vendez votre obligataire et que les taux sont en train de monter, les prix de vos obligations que vous avez encore en portefeuille, ils se font ramasser. La problématique, si vous voulez, c'est que tout va bien tant que vous n'êtes pas obligé de vendre. Vous ne vendez pas à perte. Vous allez à maturité de l'obligation, elle sera remboursée à 100% et vous avez chopé votre taux d'intérêt entre eux. Et tous les flux que vous avez reçus, vous en êtes servi pour pouvoir réinvestir sur les nouvelles obligations qui vous payent un taux d'intérêt supplémentaire. Mais si les taux continuent de monter, toutes les obligations que vous aviez avant et que vous continuez d'avoir, certes, elles vous payent de plus en plus un taux d'intérêt, mais vous faites des pertes sur la valeur, puisque on veut acheter la nouvelle obligation qui a un taux supérieur, a évidemment plus de demandes que les anciennes qui ont des taux inférieurs, on va vouloir les vendre. Donc en voulant les vendre, si vous voulez, ça fait baisser les prix. Et aujourd'hui, on est gavé évidemment d'obligations pendant 10 ans, si vous voulez, de taux bas, voire taux négatifs en Europe. Donc on a des pertes latentes qui sont énormes là-dessus. Comme je vous ai dit, à un moment donné, si vous avez des retraits, etc., ou une peur, en fait, c'est une perte de confiance de la population, c'est là où c'est la vraie crise, c'est là où c'est le vrai bordel, parce que pour rembourser, vous êtes obligé de vendre et donc d'accepter et de prendre les moins-values latentes deviennent des moins-values réelles. Évidemment, vous avez les banques centrales qui vont commencer à racheter à tout va, c'est pour ça que je pense que le quantitative easing, si vous voulez, va pas tarder à revenir. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on a également trop oublié que quand on était à 4%, on avait eu la Silicon Valley Bank. Alors ils avaient eu de la mauvaise gestion, mais il ne faut absolument pas balayer d'un revers de la main qu'on peut avoir cet épisode-là qui se reproduit également avec un certain nombre d'acteurs qui ont des moins-values latentes et qui peuvent être poussés à faire des ventes. On sait que les banques centrales viendront à la rescousse, mais encore une fois,
ce sont des éléments de tension. L'autre élément dont on parle trop peu, évidemment, c'est le fait que ce qui fait la force des États-Unis, c'est qu'ils ont laissé faire et qu'ils ont construit des monopoles. Aujourd'hui, toutes les plus grosses capitalisations et ce qui fait que la bourse tient, c'est sur des monopoles. Est-ce que ces monopoles seront cassés par Trump lui-même, parce qu'il est quand même pas copain-copain avec la plupart d'entre eux qui sont plutôt démocrates? Est-ce qu'il a les moyens de les casser? Est-ce qu'il veut réellement les casser? Est-ce qu'il pourra les casser? La justice, on sait, depuis 1999, tente de faire ses antitrusts, etc. Mais pour l'instant, ils ont laissé faire. Et évidemment, plus vous laissez faire, plus c'est difficile parce que vous tirez une balle dans le pied derrière. Si vous commencez à casser Google ou Microsoft en plusieurs parties, évidemment que ça impacte négativement votre croissance. Et puis, quand vous êtes en compétition avec la Chine, etc., vous n'avez pas forcément besoin et envie de le faire. Donc, on ne veut pas se tirer une balle dans le pied. Mais à un moment donné, c'est un élément quand même à prendre en considération où on a des éléments de plus en plus importants qui veulent un petit peu plus réglementer ces GAFAM. Alors peut-être ça ne se fera pas sous le mandat de Trump, mais c'est quand même un élément qu'il faut garder en tête, que ce soit sous Trump ou pas, ou plus tard. C'est un élément de risque en effet, quand vous avez l'essentiel de votre marché boursier qui tient sur ces quelques monopoles-là, le moindre facteur qui peut faire douter, ça peut créer de la volatilité. Et au-delà de cela, le risque, c'est que vous avez l'essentiel de vos profits qui sont réalisés par une poignée de valeurs. Et à partir de ce moment-là, vous devez... C'est un travail d'agilité, si vous voulez, pour pas casser. Alors, vous pouvez baisser les impôts, mais si vous avez un dollar qui est trop fort, si vous avez un certain nombre d'éléments, ça peut se compenser ou pas. Et pour le consommateur final, si vous voulez, si le dollar est trop fort également, c'est intéressant dans un premier temps parce que ça peut permettre de compenser une certaine inflation. Si la Chine redémarre, elle va repousser son inflation sur les US. Donc là aussi, vous avez tout un tas d'éléments, vous voyez, qui pris, on va dire, individuellement, n'ont pas un impact énorme, mais s'ils se suivent comme le quintet dans l'ordre, à ce moment-là, ça vous impacte. C'est comme l'avion, si vous voulez. L'avion ne se crache pas en règle générale parce qu'il y a une déficience. C'est parce que vous avez un ensemble de déficiences qui arrivent dans un ordre certain, avec derrière l'erreur du pilote supplémentaire, qui amène au crash. Et là, l'économie, c'est exactement la même chose. On a tendance à vouloir simplifier, à dire il y a cet élément-là qui est vraiment un facteur de risque, mais il a besoin des autres éléments pour devenir réellement une bombe et un risque. Et donc, dans cette vidéo, mon idée, c'était de vous parler de ça. Et maintenant, on va parler des CAPEX. Évidemment, on vous parle de l'IA, de l'investissement des grosses boîtes, etc. C'est des CAPEX énormes. Microsoft annonce 80 milliards d'investissements encore sur 2025. Et les autres, évidemment, vont suivre. Donc, évidemment, on se frotte les mains sur du Nvidia et compagnie. Mais l'idée, au-delà de se dire est-ce que c'est pricé ou pas par le marché, c'est de se dire ok, les normes comptables aux US sont bien différentes des normes comptables en Europe. Et notamment ces investissements-là sont intégrés comme des dépenses. Donc, ces dépenses-là, elles viennent, si vous voulez, réduire les profits. Ces derniers temps, la hausse de ces coûts, finalement, était diluée par le fait que la hausse des profits était exponentielle. À partir du moment où ces valeurs GAFAM vont commencer à avoir des profits qui vont stagner, ces coûts-là qui vont continuer d'augmenter, on va voir de plus en plus que ces coûts et ces CAPEX sont énormes. Je vous rappelle qu'essentiellement, on a acheté des valeurs qualité et ces valeurs GAFAM parce qu'elles avaient de la visibilité sur leurs revenus et surtout, donc, une récurrence et surtout des CAPEX très light, des investissements qui étaient très légers. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ces entreprises-là, éventuellement, vont voir toujours une visibilité sur leurs revenus, mais vont voir leurs revenus petit à petit stagner. On peut utiliser le prétexte de se dire est-ce que le retour sur investissement sur l'IA va être ce qu'il est? Il y aura forcément à un moment donné, si vous voulez, le marché qui utilisera le prétexte qu'il a une crainte que ça ne se valide pas. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir qu'on va prendre en compte que les free cash flow sont vraiment en train de se réduire. Vous avez l'impact de ces coûts, de ces investissements de l'IA qui rognent comme peau de chagrin les profits, qui en plus stagnent. Et ça suffira évidemment à créer de la volatilité et de la correction. On ne parle pas de la fin de ces valeurs-là, on parle juste d'une correction au prorata de leur hausse. Et comme elles représentent l'essentiel de la capitalisation boursière des indices, ça peut vous créer énormément de volatilité sur les indices en tant que tels. Aujourd'hui, beaucoup de personnes investissent sur les indices justement par des ETF, en faisant du DCA, en se disant voilà, c'est quelque chose qui évolue de 1 ou 2% par jour, mais vous pouvez vous retrouver dans ces éléments-là
comme vous êtes concentré, à avoir bien plus de volatilité que ce à quoi vous êtes prêt et ce à quoi la majorité des investisseurs sont prêts. Surtout que la majorité d'entre eux sont en train de rentrer maintenant et sont rentrés ces derniers mois. Ce qui fait que leur peur, parce qu'ils sont long terme jusqu'à ce qu'ils perdent de l'argent, leur peur peut pousser à des ventes d'ETF, et ces ventes d'ETF, ils sont bêtes et méchants, ils vendent tout ce qu'il y a dans l'ETF à la pondération de l'ETF. Et donc à partir de là, ça peut rajouter un flux supplémentaire. Donc ne pas oublier que ce qui fait la force du marché actuellement peut aussi se retourner contre lui. Cette concentration, c'est très bien évidemment à l'achat, tout le monde accepte et ne voit pas le risque, mais quand on sera à la baisse, c'est également une prophétie autoréalisatrice qui peut se mettre dans l'autre sens. Ça peut aussi créer, on va le voir, d'énormes opportunités sur un paquet de valeurs justement qui peuvent retrouver la faveur des investisseurs parce qu'ils ont des actifs tangibles. Parce qu'au final, toutes les entreprises qu'on n'a pas trop aimées ces dernières années, c'était des entreprises industrielles qui avaient donc des gros investissements. Mais comparé à l'IA, finalement, les investissements, ils sont plus si gros que ça, et surtout, la plupart d'entre eux sont déjà passés. Donc on se retrouve un petit peu en mode Céline Dion, les derniers seront les premiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut chercher les entreprises qualitatives qui peuvent profiter en effet d'un retour de cycle, du subventionnement des entreprises dans les infrastructures, la défense, la santé, et j'en passe et des meilleurs, et donc l'industrie, les métaux et compagnie, eh ben on se retrouve avec des actions de qualité qui, demain, ne seront plus les mêmes que celles d'hier, et là où on trouve de la visibilité sur les résultats, là où on trouve des investissements qui sont plus légers qu'auparavant, eh ben c'est finalement sur les entreprises industrielles, sur les entreprises énergétiques. Et éventuellement, donc ces valeurs de qualité, les investisseurs de qualité demeurent, mais les valeurs de qualité changent. Et ça, il faudra peut-être l'accepter, alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il faudra peut-être accepter qu'on rentre dans ce cycle-là, où on va changer ce qui fait une valeur de qualité. Et la définition ne sera plus la même. Alors c'est peut-être pas pour 2025 ça, mais c'est quelque chose, à mon avis, où on est en train de construire le pivot. Et ça, bon, je vous en parle déjà depuis plusieurs mois comme l'hypothèse de travail, mais c'est intéressant, le dernier rapport de Goldman Sachs qui date de 1 ou 2 semaines, mais il dit ça, c'est finalement le plus gros intérêt sur les valeurs européennes, les valeurs du Royaume-Uni et compagnie, donc les valeurs qui sont très value, très industrielles, c'est finalement, si vous voulez, qu'on commence à avoir peur sur les investissements de l'IA et qu'on se rende compte que les entreprises de qualité sont toujours la définition des entreprises qui ont la capacité d'avoir une visibilité des revenus et des capex qui sont light, des investissements qui sont légers, qu'on peut interpréter comme légers, et ce ne sont plus les valeurs de croissance, ce sont de plus en plus les valeurs industrielles. Et quand on parle de valeurs industrielles, il y a quelque chose que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il y a des cycles de marché. Et quand moi j'ai débuté, c'était les actions européennes et les actions industrielles qui surperformaient le marché, et les valeurs américaines et les valeurs de croissance. Et ça, éventuellement, on y reviendra. Mais comme on l'a vu plus haut, on a besoin aussi que le dollar soit plus faible. Mais pas trop, parce que sinon on perd en compétitivité. Tout est une affaire d'équilibre. Et c'est pour ça qu'on comprend bien, si vous voulez, que derrière les copains, on comprend bien qu'il y a une guerre des monnaies. Et la monnaie, c'est vraiment très important pour la compétitivité et la productivité de toutes les entreprises. Donc là, le dollar est très fort, donc ça commence à devenir très bon pour les entreprises européennes. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que d'un point de vue de marché, si vous voulez, on a aussi besoin d'attirer à un moment donné, de par la monnaie, et de par le socle fondamental, le rapatriement, premièrement, des flux des gérants étrangers aux États-Unis qui rapatrieraient domestiquement, et après des investisseurs américains qui seraient plus intéressés à aller chercher de la surperformance grâce à la monnaie, grâce aux entreprises, grâce aux actifs tangibles en Europe ou dans les pays émergents. Et ça vous donne le flux, et ça vous permet d'avoir la surperformance sur le marché qui se met en place là. C'est pas gagné, mais c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, et qui est un gros risque pour moi, c'est tous les mecs qui vous expliquent que le passé va se reproduire dans le futur. Et donc ils vous disent, regarde, la bourse, elle monte à très long terme. Et ils vous montrent tout un tas de stats qui vont souvent comparer le niveau de cherté ou pas du marché, du S&P 500 en règle générale. La problématique, c'est que le marché n'est plus du tout concentré sur les mêmes valeurs et les mêmes secteurs d'activité que ce qu'il était il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Il y a 10 ans encore, oui. Mais il y a 40 ans, c'était pas du tout les mêmes valeurs. Donc on compare tout et n'importe quoi, si vous voulez. On peut pas comparer ce que faisait l'indice contre l'inflation en 1950 et ce qu'il va faire aujourd'hui. C'est plus du tout les mêmes valeurs qui sont en leur sein. On peut comparer, voilà, par secteur d'activité. Ça a toujours du concret. Mais les secteurs d'activité qui sont aujourd'hui surreprésentés dans le S&P 500 n'étaient absolument pas représentés il y a encore une vingtaine d'années, il y a une trentaine d'années. Donc il faut faire attention à ça. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'évidemment, les valeurs de la technologie sont surreprésentées de le S&P 500. Et il faut éviter de penser que
le S&P 500 sera impacté de la même manière par rapport à toutes les données dont on a parlé économiques que ce qu'il a pu être impacté il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'était pas du tout les mêmes valeurs en son sein. Et donc c'est très dangereux d'essayer de faire des projections puisque les indices ne sont plus du tout ce qu'ils étaient avant. Il n'y a plus les mêmes valeurs en leur sein, les pondérations sont plus du tout les mêmes. Un autre élément que tout le monde n'a pas trop pointé du doigt, c'est, rappelez-vous si vous voulez, qu'on a des marchés boursiers américains qui ces dernières années ont vu des fusions-acquisitions, private equity qui se sert également, donc on a de moins en moins d'actions disponibles sur la bourse. Donc il y a de plus en plus de demandes, il y a de moins en moins d'offres, et on a tous ces buybacks qui font qu'en fait les flottants sont réduits comme peau de chagrin. Vous avez tous les ETF, vous avez tous les gestionnaires, vous avez tous les gens qui vont être en mode buy and hold long terme et compagnie, donc en fait le flottant que vous allez lire sur la fiche d'une valeur n'est absolument pas représentatif de la réalité. Et puis au-delà de ça, vous avez tous les buybacks qui sont en règle générale des actions qui sont annulées. Donc en gros, vous vous retrouvez avec beaucoup moins de flottants sur ces actions-là que ce que vous pensez. Donc c'est très bon si vous voulez pour la hausse, parce qu'à un moment donné, ça aide aussi à dynamiser et à permettre les exponentiels de hausse sur ces valeurs-là. Mais le contre-coup à ça, c'est que s'il y a une donnée de risque dont on a vu qui fait peur au marché, on se retrouve tout le monde avec les mêmes valeurs, tout le monde qui veut sortir au même moment, et donc c'est la salle de concert qui a été agrandie pendant des années, mais on n'a pas touché aux portes de sortie de secours. Ça se piétine à la sortie. Voilà, et sinon, j'en parle comme d'un point positif depuis une bonne année, justement, c'était l'effet de richesse des marchés. Quand vous avez votre immobilier qui est au plus haut, quand vous avez votre compte boursier qui est au plus haut, vous avez l'impression d'être le roi du pétrole. Donc vous continuez d'investir, vous continuez de dépenser. Et aujourd'hui, ce que l'on voit sur la consommation américaine, c'est qu'elle tient, mais qu'elle tient surtout grâce aux riches. Et ces riches, si vous voulez, continuent de consommer comme avant, parce qu'eux, ils ne sont pas impactés dans leur emploi. Aujourd'hui, ce n'est pas les premiers à être impactés quand il y a un ralentissement économique. Et puis surtout, tout leur patrimoine est au plus haut. Donc ils continuent de dépenser à la va-vite. Mais comme je vous ai dit, tous les risques qu'on a vus en haut peuvent créer de la volatilité. Et ça peut créer aussi donc une perte de morale chez les plus riches, qui peuvent non pas nécessairement vendre par crainte, etc., mais qui peuvent voir du coup leur portefeuille beaucoup moins haut rapidement que ce qu'il était avant, et qui du coup peuvent réduire la dépense. Et quelque part, c'est ce que je vous ai toujours expliqué, la logique c'est que l'économie va impacter la bourse, mais en fait, par ces mouvements techniques-là, vous voyez bien que s'il y a une baisse du marché pour les éléments de risque dont on a déjà parlé, vous n'avez pas nécessairement besoin que l'économie commence véritablement à partir en récession pour que vous ayez un impact sur la bourse. C'est la bourse qui peut impacter d'une manière technique pour des éléments techniques d'abord, et ensuite qui peut impacter l'économie, on va dire en mode second effet qui se coule, en mode second impact, parce que votre consommateur qui tient pour l'instant la baraka, c'est les consommateurs qui sont plus aisés et qui tiennent la baraka parce que leur immobilier est au plus haut et leur portefeuille boursier est au tout plus haut. Et si c'est plus le cas, ils peuvent perdre le moral et ils peuvent rajouter une couche et quelque part réduire drastiquement et rapidement et subitement leurs dépenses. Et c'est ça qui peut mettre un coup, on va dire, ça tient tant que ça tient, et puis à un moment donné, ça va lâcher subitement et on se demandera pourquoi. Et c'est ça. Donc pour moi, il faut bien intégrer le fait que le risque majeur, c'est que ce qui se passe en bourse affecte le consommateur et finisse par affecter un coût supplémentaire l'économie. Donc c'est le voir également dans le sens contraire. L'économie affecte la bourse, mais là en l'occurrence, la bourse qui affecterait l'économie. Donc évidemment, c'est pas réjouissant, mais tout ça, c'est des éléments de risque, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se produire. S'il y en a un qui se produit sans les autres, ça n'a pas du tout le même effet. Et ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que c'est créateur d'opportunités. Comme je vous ai dit, ce que je trouve le plus intéressant dans ce marché, c'est qu'il y a quelques poches qu'on peut considérer comme chères, mais qui peuvent devenir plus chères. Il y a quelques poches qu'on peut décider comme étant peu chères, mais elles peuvent devenir encore moins chères si on a une récession. Donc c'est une histoire de timing. Mais ce que l'on a de quelque chose d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des marchés géographiquement, on a des secteurs d'activité qui sont très peu chers, qui sont très intéressants, qui offrent de la visibilité, du dividende, qui offrent des perspectives à l'investisseur. Donc ça peut être volatile et ça peut être impacté s'il y a une récession plus ou moins dure, mais je pars du principe, si vous voulez, qu'on reste néanmoins et on doit rester en bourse. C'est juste qu'il va falloir, par rapport aux dernières années, changer un petit peu le disque dans l'idée de redevenir un petit peu actif et de changer peut-être la définition, non pas des valeurs de qualité, mais de ce que ça représente une vraie valeur de qualité. C'est peut-être ça la polarité que le marché va réaliser.
Et pour finir sur une note positive, n'oublions pas que pour moi, comme je vous ai dit, la France, tout le monde parle que c'est moche, etc. C'est quand même pas si moche que ça. C'est pas encore la crise. On peut y venir, mais c'est pas encore ça. L'Allemagne, si vous voulez, la récession est déjà là. Il y a peut-être un stimulus qui va arriver. Il faut absolument pas le négliger, je pense. Et quand on regarde la Chine, on sait très bien qu'ils attendent Trump pour sortir un petit peu plus le bazooka. C'est une affaire de confiance, puisque la Chine a énormément de pépettes dans les caisses, donc ils peuvent relancer, ils ont les moyens de relancer leur consommation interne, mais c'est une question de confiance. Donc il faut rétablir la confiance du consommateur. Et au-delà de cela, n'oublions pas la santé sur des populations vieillissantes. Je ne vous parle pas trop de la démographie, pour moi c'est un élément qui est très important, mais c'est des éléments, si vous voulez, qui vont mettre encore plusieurs années à réellement avoir un impact. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, on a les valeurs de la santé qui se font un petit peu détruire. À long terme, on peut avoir de la visibilité sur ces valeurs-là. C'est une question, là aussi, de timing. Mais ça se regarde. Et puis, n'oublions pas aujourd'hui le Royaume-Uni. Je sais, il y a Brexit et compagnie. Mais au-delà en Europe, on a aussi la Pologne qui a énormément de valeurs qui sont considérées plutôt typées value. Mais au niveau du Royaume-Uni, vous avez énormément de valeurs qui ont énormément de dividendes, qui sont très value, qui sont des mastodontes et qui peuvent retrouver un petit peu les faveurs justement des investisseurs. Alors ça fait un petit peu le serpent qui se mord la queue si vous voulez et l'arlésienne hein, sur ces valeurs value. Tous les ans, tout le monde dit ça y est, les valeurs value vont revenir sur le devant de la scène. Et puis ça n'arrive pas, c'est toujours les valeurs de croissance. Cette année, ça a été un petit peu différent, les valeurs value ont très bien progressé, mais les valeurs de croissance aussi. Donc ça a progressé de concert. Parce qu'il y a suffisamment de pognon sur le marché pour investir un petit peu dans tout, pour acheter de l'or, etc. Ce qui fait qu'on peut se dire il y a tout qui monte, et des fois il n'y a pas réellement de vase communicant ou de corrélation logique avec l'économie. Tant qu'il n'y a pas de récession, tant qu'il n'y a pas de réduction un petit peu du pognon, en effet, vous avez tout qui peut un petit peu monter et descendre en même temps. À partir du moment où le pognon viendra à manquer dans les prochaines années, il y aura de la sélection qui devra être faite. C'est là où vous verrez réellement des trucs surperformer plus que d'autres en termes de grosses idées d'investissement. Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore, mais il faut le prendre. Et pour finir sur une dernière note, donc il ne faut pas oublier le Royaume-Uni. Et la dernière note, c'est qu'il ne faut pas oublier le marché monétaire. Si vous avez un certain nombre de facteurs de risque qui sont la montée des taux, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour acheter de l'obligataire, qui peut rentrer en concurrence avec les flux sur les marchés actions, puisqu'aujourd'hui, vous n'êtes plus rémunéré une prime de risque sur les marchés actions par rapport aux marchés obligataires. Donc autant aller acheter de l'obligataire si vous voulez, vous allez recevoir à peu près le même coupon sans prendre le risque, on parle de l'obligataire d'État. Mais à un moment donné, si vous voulez, si les taux continuent, si les taux venaient éventuellement à rebaisser parce que vous avez la crise, les banques centrales qui reviennent avec du QE, avec de la baisse beaucoup plus agressive de leurs taux pour essayer de rebooster ça, et on l'a vu, on reboostera à ce moment-là peut-être plus les valeurs value que les valeurs de croissance, ça sera des valeurs value de cycle, hein, des cycliques. Et bien aussi, il ne faut pas négliger que le surplus de flux peut venir du marché monétaire, qui aujourd'hui joue de plus en plus un rôle défensif. Et à un moment donné, si vous voulez, si on a un changement de polarité et une peur à un moment donné de la récession, une volonté de jouer la baisse des taux, tout ça c'est une question, si vous voulez, de timing, mais vous avez aujourd'hui des trillions qui sont investis de plus en plus sur le monétaire, qui seront autant d'argent qui cherchera à se replacer sur le marché actions lorsque on pensera justement que les taux vont rebaisser d'une manière plus drastique, alors que là, on se cherche un petit peu. Donc on rentre un petit peu dans une phase éventuellement économiquement où on va se chercher. Il y a tous les éléments de risque que j'ai exposés qui peuvent, non pas je dirais retourner le marché à la baisse, mais qui peuvent amener des éléments de volatilité, des éléments correctifs, et faire naître un certain nombre d'opportunités, je pense, et notamment des opportunités où on verra que les valeurs de qualité ne sont plus les mêmes que ces dernières années. Donc on fait un petit peu tourner la baraque. Ça a déjà commencé pour moi, je pense que ça continuera si vous voulez, mais c'est juste une question de se penser que l'année 2025 ne sera pas forcément une ligne droite et qu'il y aura nécessairement de la volatilité au milieu et que c'est ça ce sur quoi il faut se concentrer pour ne pas être surpris par les risques que je vous expose et pour pouvoir être juste préparé avec nos listes pour pouvoir saisir ces opportunités qu'il faudra voir à ce moment-là comme des opportunités quand tout le monde a peur. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la liker. J'attends de savoir ce que vous en pensez
en commentaire, de me proposer éventuellement des secteurs d'activité ou des valeurs qui vous intéressent et on les verra dans une prochaine vidéo. Vous avez également, que ce soit dans la description ou en commentaire, je rajouterai un lien vers la liste de ce que je considère comme les meilleures valeurs, les meilleures actions, ségrégées, classées par zone et par secteur d'activité et par intérêt. Donc ça aussi, voilà, ça peut vous permettre à un moment donné, lorsqu'on imbrique un scénario, d'avoir tout de suite la liste qui est préparée, évidemment, vous rajoutez votre sauce. Je vous dis à la prochaine vidéo, parce qu'on aura plein de choses encore à se dire.